The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Bonjour, ici Mike Lawless. Je suis scientifique principal senior chez SimulaSense Plus et dans cette vidéo, je vais parler de la prédiction du PKA à l'aide d'Admet Predictor. Il est très important de disposer d'un bon modèle pour prédire le PKA, car le PKA est crucial pour de nombreuses propriétés pharmacocinétiques. La solubilité et la perméabilité sont deux exemples fortement influencés par l'ionisation du composé. La diapositive suivante est simplement un aperçu de la vidéo de formation. Tout d'abord, je vais brièvement présenter le modèle S plus PKA. Ensuite, je parlerai des colonnes PKA dans Admet Predictor qui sont générées lorsque vous calculez les propriétés Admet. J'entrerai dans le détail de l'affichage des microétats et des graphiques. Puis j'aborderai une section sur l'effet de l'ionisation sur la solubilité. Et dans les deux dernières sections, je parlerai des descripteurs basés sur le modèle PKA, puis des options de sortie disponibles au format SDF. Cette diapositive montre le PKA observé par rapport au PKA prédit pour le modèle PKA d'Admet Predictor. Vous pouvez voir que l'ensemble d'entraînement est très vaste, avec 47 000 points d'ionisation, et l'ensemble de tests est composé d'environ 23 000 points. L'erreur quadratique moyenne est de 0,472, ce qui signifie qu'environ 70% des prédictions seront à moins de 0,472 de la valeur observée. Cet ensemble de données a été créé en plusieurs parties distinctes. Ainsi, le modèle PKS plus original a été entraîné sur environ 11 000 composés issus de la littérature. Puis, vers 2012-2013, nous avons reçu un ensemble de données ou entamé une collaboration avec Bayer Pharmaceuticals qui a fourni 16 000 composés avec des données de PKA mesurées. Ensuite, récemment, il y a 1 ou 2 ans, l'ensemble de données PKA a été encore élargi avec de nouvelles données provenant de partenaires industriels. Roche a fourni environ 19 000 valeurs de composés, valeurs expérimentales. Genentech en a fourni 2 400 et acheté nos chips. Crop Science a fourni 4 100. Ainsi, le dernier ensemble de données contient environ 60 et 11 000 constantes d'ionisation, et ce modèle a également été introduit dans Admet Predictor version 11. La première publication issue de la collaboration pharmaceutique de Bayer est parue en 2015 dans le Journal of Chemical Information and Modeling, et voici la référence correspondante. Et puis, récemment, Robert Frenscavage et al. Ont publié un article de suivi qui incluait les données plus récentes de Bayer, Crop Science, Genentech et Roche. Très bien, voyons maintenant comment nous calculons les valeurs de PKA dans Admet Predictor. J'ai ici une simple aminokinazoline. Je vais mettre en surbrillance la molécule. Ensuite, je veux montrer les options sous les prédictions PKA. Donc, j'appuie sur le bouton Paramètres. Ensuite, je vais aller dans le modèle Admet ou dans l'onglet Admet. Et nous voyons l'option d'afficher les micro-états secondaires contribuant à 1% au PKA. Donc, par défaut, tout ce qui est en dessous de 1% n'est pas affiché dans la vue des micro-états. Vous pouvez limiter les valeurs de PKA à être supérieures ou inférieures à 14 ou à n'importe quel nombre que vous souhaitez entrer ici. Ignorez les composés avec plus de X ionisation. Les groupes, ça, sont désactivés. En général, si nous travaillons sur une grande base de données et que nous prédisons des propriétés, nous pourrions activer cette option.
Et ensuite, si le composé possède plus de 12 groupes, il sera ignoré. Et vous pouvez revenir plus tard pour traiter ces composés afin d'obtenir l'ensemble complet de données. Mais plus il y a de groupes d'ionisation, plus le calcul prend du temps. Je vais en parler dans un instant. Par défaut, nous ignorons les groupes OH aliphatiques. Ce type d'alcool a généralement des pKa élevés, donc il ne contribue pas au pKa à 7,4 et en dessous. Nous ignorons également les amides aliphatiques pour la même raison. Nous avons aussi un modèle de protonation du carbone, mais encore une fois, nous allons simplement les ignorer ici. Nous allons donc conserver ces paramètres par défaut, puis je vais cliquer sur le bouton Admettre et ensuite calculer les pKa. Et si vous allez dans l'onglet Physchem, onglet Propriétés, vous verrez que vous obtenez ces trois colonnes, S plus pKa acide, S plus pKa mixte, S plus pKa basique. Ces colonnes contiennent tous les pKa du composé. Si vous double-cliquez sur l'une de ces cellules, cela fait apparaître l'affichage des micro-états. Vous pouvez aussi simplement sélectionner cette ligne, puis cliquer sur le bouton pKa ici, et cela affichera les micro-états. Dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, nous voyons quelques informations. Il n'y a pas d'atomes basiques ni acides dans cette molécule, 3 atomes basiques, puis il les énumère. Le NH, puis les azotes aromatiques dans le cycle quinazoline. Ici, ils indiquent le numéro puis le type de groupe. Si vous voulez voir à quoi correspondent les numéros, vous pouvez activer le bouton radio ici. Ainsi, vous voyez que l'atome 5 correspond à ce groupe NH. L'atome 9 est l'azote qui se trouve juste à côté de l'autre cycle phényl. Et puis cet azote est lié à celui-ci. Nous pouvons donc les désactiver. Et vous voyez, nous avons 3 groupes basiques. Le nombre d'états d'ionisation est 2 puissance n, donc ce serait 2 à la puissance 3. Donc il y en aurait 8 affichés ici. Et comme vous le voyez ici, seulement 6 d'entre eux sont affichés ici. Et cela est lié au retour à ce paramètre par défaut. Alors changeons cela et affichons-les tous. Donc si nous réglons ceci sur 0, puis recalculons les modèles. Nous allons cliquer sur les pKa et maintenant vous voyez les 8. Et donc ceux-ci sont à moins de 1%. Voici les 2 micro-états supplémentaires qui sont affichés. Si nous commençons au pH le plus bas ici, vous verrez que tous les groupes ionisables sont protonés avec un hydrogène attaché à chacun d'eux. Puis à mesure que nous augmentons le pH dans cette direction, vous verrez qu'un proton est retiré. Donc dans ce cas, cet azote est l'azote le moins basique, donc il est retiré en premier, puis on passe à l'état plus 1. Vous verrez que ce groupe se détache ou que l'hydrogène se détache de cet azote de type amylique ici. Puis, à mesure que nous augmentons le pH, nous atteignons le pH neutre. Nous pouvons afficher les différentes courbes. Il s'agit donc de la fraction ionisée en fonction du pH. Ceci concerne tous les micro-états, donc cela va lister les 8 micro-états que nous avons affichés ici. Et ensuite, tracer un graphique de leur fraction ionisée en fonction du pH. Nous pouvons également double-cliquer sur ce graphique à un certain pH, et cela affichera la fraction ionisée à ce pH particulier. Donc ici, nous sommes autour de 0, et vous voyez que le plus stable, ou celui avec la plus grande fraction, est le H plus 95,1. Cela fait donc référence à ce micro-état juste ici. Ainsi, seul cet atome d'azote dans le cycle quinazoline est protoné. Maintenant, pour revenir au graphique, ceci concerne l'affichage des micro-états. Ensuite, vous pouvez cliquer sur ce bouton et vous verrez le macro-état. Ici, il ne s'agit que des groupes formels. Encore une fois, nous pouvons double-cliquer dessus. Maintenant, nous sommes plus proches d'un pH de 1, mais nous voyons aussi que l'état neutre, ou plutôt, excusez-moi, l'état plus 1 est l'état préféré. En cliquant une nouvelle fois, nous obtenons le nombre moyen de protons. C'est ce que vous verriez lors d'une expérience de titration. Nous pouvons passer à la suivante, la charge formelle moyenne, puis celle-ci montre la moyenne des assignations d'un seul proton. Ces graphiques-là sont réalisés et ce que vous observez avec le pKa, c'est que le pKa d'un atome influence le pKa d'un autre atome.
Ce que nous essayons de faire ici, c'est de déconvoluer cela et de simplement montrer l'ionisation pour un seul groupe fonctionnel. Ici, nous voyons trois courbes correspondant aux groupes ionisables de cette molécule. Et puis ce point rouge ici correspond à ce qu'on appelle le pKa 50. Donc c'est le pH auquel 50% de ce groupe particulier est ionisé. Ainsi, si vous souhaitez essayer de relier des groupes fonctionnels spécifiques au pKa de la molécule, vous pouvez utiliser ces états moyens de protonation pour y parvenir. Et ce que nous montre ce graphique ici, c'est que l'azote présent dans le cycle quinazoline, cet azote en particulier, possède le pK 50 le plus élevé et serait donc protoné en premier dans cette molécule. Cette information est utilisée pour créer des graphiques de solubilité ou de log-D en fonction du pH. Si nous double-cliquons sur la colonne log-D ou log-P pour cette molécule, nous obtenons un graphique comme celui présenté ici. Ici, l'axe des ordonnées représente le log D prédit et l'axe des abscisses correspond au pH. Nous pouvons indiquer les pKa de cette molécule. Donc ici, autour de 4, c'est le pKa de l'azote dans le cycle quinacylide. De la même manière, si nous cliquons sur le bouton S plus SW, nous obtiendrons un graphique de l'eau aqueuse. Solubilité en fonction du pH. Et nous pouvons également afficher cela sur une échelle logarithmique ou montrer les pKa. Cela indique donc que voici le pKa de cette molécule particulière. À noter que les deux autres pKa étaient inférieurs à 0, donc ils ne sont pas affichés ici. Graphique. Et plus on descend en pH, plus la solubilité va augmenter rapidement. Et elle reste assez élevée, même à un pH de 1,0. D'après les graphiques précédents, nous avons vu que la solubilité est influencée par l'ionisation ou le pK du composé. Voyons donc comment cela fonctionnerait dans une simulation. Nous examinerions donc GastroPlus dans ce cas. Et ce graphique montre le pH sur l'axe des ordonnées par rapport au compartiment du tractus gastro-intestinal. Et puis, sur cet axe des ordonnées à droite, il s'agit du temps de transit. Donc, dans l'estomac, le pH est compris entre 1 et 2, inférieur à 1,5. Cela va donc influencer l'état d'ionisation de la molécule. Puis, à mesure qu'il progresse dans le tractus gastro-intestinal, on voit que le pH dans le duodénum monte à 6, puis augmente continuellement jusqu'à l'iléon 3 et diminue un peu dans le cæcum. La durée passée dans chacun de ces compartiments est représentée ici à droite. Donc, on reste 10 ou 15 minutes dans l'estomac. Ensuite, cela augmente un peu à mesure que l'on descend dans le tractus gastro-intestinal, puis cela diminue. Et puis ces trois derniers compartiments, c'est dans ces deux compartiments ici que le composé passerait une grande partie du temps sur une période de 24 heures avant d'être excrété dans les fesses. Donc, si l'on regarde le profil de pH pour le composé, je viens justement de l'intégrer dans GastroPlus. Ici, nous examinons une dose de 100 mg de ce composé particulier et il s'agit d'une simulation de pK. Nous voyons donc que cette ligne rouge ici représente la quantité dissoute. Et encore une fois, rappelez-vous qu'il s'agit d'une dose de 100 mg. Ainsi, lorsque le composé arrive dans l'estomac, il se dissout très rapidement, mais il ne se dissout pas complètement, car la solubilité dans l'estomac a un pH de 1,3 et de 0,46 mg par millilitre. Et cela est inférieur à la concentration dans l'estomac. Donc la molécule entière n'est pas dissoute. Ensuite, elle commence à descendre le tractus gastro-intestinal et une quantité supplémentaire se dissout. Et puis vous voyez qu'après environ 2 heures, elle se dissout lentement. Mais la fraction orale absorbée n'est que de 68% dans cet exemple, et cela est dû à la faible solubilité du composé. Voyons maintenant ce qui se passe si l'on ajoute un groupe morpholine à cette position du quinazoline. Ici, vous voyez immédiatement que le pKa est inférieur à 6,4. Vous obtenez un état plus 1 sur la molécule. Cela augmente automatiquement la quantité d'ionisation à des pH plus élevés, ce qui pourrait entraîner une solubilité potentiellement plus élevée.
à partir d'ici vers 4 et augmentant très rapidement pour cette molécule. Maintenant, ce que nous appelons la solubilité native, c'est-à-dire la solubilité de la solution saturée, est de 0,007 mg par millilitre, comparé à cette autre molécule qui était à 0,001. Celle-ci est donc 7 fois plus soluble à chacun de leurs pH natifs respectifs. Et si nous prenons ce deuxième composé avec le cycle morpholine et que nous faisons une simulation avec une dose de 100 mg, vous verrez que dans l'estomac, comme il est fortement ionisé et que cela augmente la solubilité, la quantité dissoute monte jusqu'à, disons, 95 mg, ce qui correspond à 95% de la dose. Mais ensuite, lorsqu'il arrive dans le jejunum et le duodénum, le composé précipite en réalité. Et cela précipite parce qu'il n'est pas aussi soluble à ce pH particulier, car il n'est pas aussi fortement ionisé. Maintenant, examinons quelques-uns des descripteurs qui sont basés sur le modèle pKa. Donc, ces descripteurs peuvent être utilisés dans différents modèles au sein d'un prédicteur AMET, car l'ionisation est très importante. Vous allez dans l'onglet Descripteurs ici, puis vous faites défiler complètement vers la droite. Vous verrez les descripteurs d'ionisation. La plupart du temps, nous utilisons la fraction anion, la fraction cation, la fraction non ionisée et la fraction zwitterion. Et donc, celle-ci représente les fractions de ces espèces particulières au pH utilisées pour calculer les propriétés. Donc, typiquement, c'est 7,4 ici. Donc, si nous regardons la fraction cationique pour ces espèces, pour ces molécules, vous verrez que la première molécule n'en possède pas une grande quantité, tandis que le deuxième composé, puisque nous avons ici cette amine protonable, est un peu plus élevé à 0,09, donc environ 10% comme indiqué ici, et le reste est non ionisé. Maintenant, si nous cliquons à nouveau sur cette icône ici, et calculons l'ionisation à un pH de 1,2 et calculons également ces descripteurs d'ionisation à ce pH. Maintenant, la raison pour laquelle c'est une option, c'est que normalement, on voudrait que les descripteurs d'ionisation comme F-cation soient prédits à 7,4. Et c'est ce qui a été utilisé pour construire le modèle. Donc, en général, nous ne les activons pas, sauf si nous voulons voir la fraction à ce pH. Je vais donc procéder au calcul. Et maintenant, si nous regardons la fraction cationique, vous pouvez voir qu'elle a changé. Et maintenant, nous avons presque toute la molécule à pH 1,2 est ionisée. C'est pareil pour la deuxième molécule. Et puis la troisième molécule présente même une part d'ionisation à ce pH bas. Maintenant, pour cette dernière molécule, comme nous sommes en dessous du pKa du groupe acide, la fraction anionique n'est pas très élevée ici. Cette dernière diapositive décrit simplement quelques-unes des options de ligne de commande. Donc, si vous exécutez l'ADMAP Predictor en ligne de commande, vous avez différentes options pour exporter les composés dans un fichier SD. La première option provient de chimistes supplémentaires. Cela donne donc la structure chimique sous forme neutre comme enregistrement de sortie dans le fichier SD, puis fournit les valeurs de pKa prédites par le modèle. Le chimiste physicien produira une sortie qui enregistre plusieurs enregistrements pour chaque molécule et sauvegarde les microétats individuels à différents pH. Pour la chimie informatique, il s'agit de la structure chimique sous forme neutre, puis il indique quel serait l'état de charge de l'atome à un pH donné. Et enfin, pour les chimistes computationnels, il fournit plusieurs enregistrements par molécule et il est utilisé pour sauvegarder les microétats individuels dominants à un pH donné. Et vous pourriez utiliser ceci comme entrée pour l'amarrage. Il prédira donc, par exemple, les états disponibles à pH 7,4. Et certains de ces états pourraient s'avérer intéressants ou utiles lorsque la molécule est ancrée dans un site protéique. S'il est protoné, il pourrait potentiellement fournir une liaison hydrogène à la structure protéique et interagir en quelque sorte avec celle-ci. Ceci conclut la vidéo de formation sur le modèle S plus pKa dans ADMET Predictor. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.